Bonjour, je m'appelle Chloé Lemonnier et je suis avec mon collègue Benoît Brière d'Empire Engineering pour discuter de l'éolien en mer et de ses actualités. Benoît, est-ce que tu peux me parler de ton rôle au sein d'Empire Engineering? Bien sûr. Je suis ingénieur principal et responsable de l'éolien flottant au sein d'Empire Engineering, basé à Marseille. Mon rôle est de m'assurer que notre équipe d'ingénieurs puisse acquérir les compétences spécifiques à l'éolien flottant, notamment le calcul d'ancrage et l'hydrodynamique des flotteurs, tout en appliquant les compétences et les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre dans l'éolien en mer posée depuis désormais 10 ans. Dans ce cadre, je suis amené à combiner des fonctions commerciales, puisque je fais connaître nos activités auprès de nouveaux clients. Je prépare des offres techniques et commerciales, des fonctions managériales, puisque j'encadre des équipes pour réaliser certains de ces projets, et enfin des fonctions de production, puisque je peux être amené à réaliser certaines de ces études, voire à être détaché sur des projets pour soutenir nos clients. Alors, tu es aussi responsable des opérations d'Empire Engineering en France. Est-ce que tu peux en parler également? Oui, en effet, j'ai rejoint Empire il y a plus de 2 ans et j'ai fondé notre premier bureau en France à Marseille. Et nous sommes désormais 5 ingénieurs en France et mon rôle est de continuer à faire grandir cette équipe et à contribuer à structurer nos opérations, notamment sur les volets administratifs et financiers. Enfin, étant moi-même français et basé en France, je suis assez naturellement amené à m'assurer que les services de l'entreprise soient connus des acteurs de la filière, à la fois en éolien flottant mais aussi en éolien posé. Chloé, peux-tu décrire à ton tour ton rôle au sein d'entreprise? Oui, alors moi je suis Business Development Manager pour Empire Engineering basé à Londres. Donc mon rôle c'est de faire connaître l'entreprise et ses activités en éolien posé et flottant. C'est également de maintenir le lien avec nos clients existants pour lesquels nous travaillons déjà et de garder le lien avec les partenaires avec lesquels nous travaillons sur justement tous ces dossiers. Une autre partie de mon rôle c'est d'aller à la rencontre de nouveaux clients pour travailler sur de nouveaux projets à travers de la veille technico-commerciale pour identifier de nouvelles opportunités, mais aussi en participant à des événements de la filière en éolien en mer. Et dans ces événements, nous allons aussi pouvoir rencontrer nos clients existants. Une dernière partie de mon activité, c'est de préparer des offres commerciales, donc de rédiger des réponses aux appels d'offres. Tu as une double culture franco-britannique et tu as aussi été amené à travailler sur chacun de ces deux marchés au cours de ta carrière. Est-ce que tu vois des différences de méthode de travail sur les projets éoliens en mer entre la France et le Royaume-Uni? Et je vois effectivement des différences qui, pour moi, sont issues de différents niveaux de maturité. Donc, par exemple, le Royaume-Uni s'est développé bien avant dans le secteur de l'éolien en mer. Le premier parc éolien en mer au Royaume-Uni a été installé en 2000. Il s'agissait de Blyth 1. Et le premier parc éolien en mer en France a été installé en 2022, donc c'était Saint-Nazaire, ce qui a fait une différence de 22 ans. Donc pendant cette vingtaine d'années, le Royaume-Uni a vraiment eu l'opportunité de se développer, c'est-à-dire par exemple d'ajuster constamment ses politiques pour avoir un cadre réglementaire vraiment solide et de mettre le dispositif, par exemple, du CFD, des Contract for Difference, ce qui a sécurisé vraiment les investissements financiers dans le secteur. Ensuite, il y a également eu la chaîne d'approvisionnement qui a vraiment pu se renforcer, développer une réelle expertise locale et se concentrer beaucoup sur la recherche et le développement, les innovations en termes de construction, de méthodes d'installation, mais aussi de nouvelles technologies. Et tout cela a permis d'optimiser les coûts. La France n'est quand même pas en reste, même si elle se développe en décalage. Elle a de grands objectifs, en fait, c'est-à-dire qu'on vise un 18 gigawatts pour 2035 et 45 gigawatts pour 2050. On a déjà environ 1,5 gigawatt d'installés et beaucoup de mesures sont prises en place pour réduire les délais de planification et d'attribution des appels d'offres. Quelles sont d'après toi les particularités de l'éolien en mer en France? Sur les premiers projets mis en service ou en cours de construction, je pense qu'il y a des conditions de site particulières, notamment des conditions géologiques, qui ont amené les développeurs à choisir des fondations, ce qui nous intéresse tout particulièrement à Empire, un petit peu différentes de ce qui est le standard en mer du Nord. Je pense par exemple au projet de Fécamp, où il y a des fondations gravitaires qui ont été dimensionnées et construites au Havre. Et ça représente aujourd'hui une mise en œuvre à l'échelle industrielle de ce type de construction qui est un cas d'étude assez unique dans l'éolien en mer. Je sais qu'un certain nombre de développeurs considèrent aujourd'hui des flotteurs en béton armé
pour leur projet. Et il me semble que Fécamp représente un cas d'étude très intéressant sur la mise en œuvre des procédés de fabrication notamment, qui permet de tirer beaucoup d'enseignements. De la même façon, à Courseulles et à Saint-Nazaire, c'est au niveau de la méthode d'installation des monopieux qu'il y a eu des choix un petit peu différents qui ont été faits. Sur chacun des deux projets, on sait qu'il y a des fonds marins rocheux, avec de la roche plus ou moins dure. Et donc c'est une méthode dite Drilled and Grouted qui a été sélectionnée. De la même façon, aujourd'hui, en France, mais aussi ailleurs, et notamment en Écosse, il y a un certain nombre de projets qui ont été attribués où il y a des fonds rocheux. Et on devra installer des ancres. Et ce type de technologie, Drilled and Grouted, pourrait être utilisé sur ce type de projet. Et une nouvelle fois, je pense que tirer les enseignements et les leçons apprises de Courseulles et de Saint-Nazaire pourrait être vraiment utile pour toute l'industrie. Récemment, les autorités françaises ont attribué le projet Bretagne Sud, un projet flottant de 250 MW au consortium Pénavel. Je sais que tu suis ce sujet depuis plusieurs années maintenant. Quel retour as-tu eu de l'industrie à ce sujet? Alors oui, l'attribution de cet appel d'offres, c'était une première dans l'éolien flottant, donc pas seulement en France, mais au niveau mondial. Et il a suscité plusieurs débats au sein de l'industrie éolien en mer. D'abord par ses critères d'attribution, mais aussi par sa tarification et la taille des turbines qui ont été utilisées pour la remise des offres. Les critères d'attribution, on a pu entendre dire dans l'industrie que, par exemple, celui du prix aurait pu être revu à la baisse. Il était à 70% pour laisser plus de place aux autres critères d'attribution. Au niveau de la tarification, le prix gagnant a été extrêmement compétitif, ce qui peut faire avancer la filière plus rapidement qu'anticipé, mais ce qui a aussi pu générer quelques inquiétudes, notamment au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Cette tarification, c'est aussi une bonne nouvelle parce que le gouvernement attendait justement que les prix baissent pour pouvoir sortir un plus large volume d'appels d'offres. Et l'industrie, donc les développeurs, attendaient justement qu'un plus large volume d'appels d'offres soit sorti pour pouvoir baisser leurs prix et faire de l'industrie de l'éolien flottant une industrie de plus en plus compétitive. Quelle évolution anticipes-tu pour les futurs projets éoliens en mer en France? Est-ce qu'il y a des changements auxquels tu t'attends par rapport aux premiers projets déjà attribués? Oui, en effet, les premiers projets ont permis à la filière de se structurer. Il y a un certain nombre de décisions qui ont déjà été prises pour les suivants. Tout d'abord, à partir de Dunkerque et pour tous les projets suivants, le gestionnaire du réseau RTE récupère dans son périmètre la sous-station électrique en mer. C'est un changement assez important puisque c'était précédemment sous la responsabilité des développeurs. Et ça permet aujourd'hui de mutualiser les moyens de connexion sur plusieurs projets. Et ça permet également à RTE d'envisager d'utiliser les infrastructures en mer pour structurer le réseau électrique français. Une autre particularité qui attend dans les années à venir, c'est la volonté affichée en France de réellement développer l'éolien flottant, notamment avec 3 projets de 250 MW, dont 2 en Méditerranée, chacun adossé à une extension de 500 MW. Ce type de projet me semble très intéressant, puisqu'il pourrait constituer une étape intermédiaire entre les fermes pilotes déjà installées ou en cours de construction, et les projets d'1 gigawatt, voire plus, qui ont déjà été attribués ailleurs en Europe. Encore faut-il les attribuer et les construire à temps pour qu'ils puissent vraiment jouer ce rôle d'étape intermédiaire. Et pour Empire, quelle est la vision de l'entreprise pour la France? Comme tout le monde, nous restons vigilants quant aux orientations politiques qui concernent l'éolien en mer et notamment les décisions qui seront prises dans les mois à venir. Néanmoins, nous avons l'avantage de réaliser une majeure partie de notre chiffre d'affaires à l'international, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne, au Danemark, aux États-Unis et en Asie. Donc l'objectif dans les années à venir, ce sera de tout d'abord continuer à former notre équipe existante et continuer à la développer. Nous souhaitons continuer à établir des relations de confiance avec nos clients et à soutenir l'éolien en mer en France. Le rythme de cette croissance dépendra bien sûr de la dynamique du marché, mais peut-être tout d'abord de notre capacité à absorber chaque étape de cette croissance et à se structurer progressivement. Et enfin, notre capacité à trouver nos futurs collègues avec qui on sera en mesure de continuer à fournir du travail de qualité. Pour finir, si nous voulons vous joindre ou vous rencontrer, où est-ce qu'on peut faire ça? Nous avons un bureau à Marseille, en France, et plusieurs bureaux à travers le monde. Nous sommes aussi actifs sur notre site internet, sur lequel on publie régulièrement du contenu, et on peut être contacté sur notre page LinkedIn.
Merci beaucoup.